Bon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va parler aujourd'hui de infrastructure as code et avec comme cas exemple Drupal. Pour que ça soit beaucoup plus facile au niveau utilisation, surtout pour vous montrer que faire des projets, faire de l'automatisation, faire des choses merveilleuses, c'est fun, mais lorsqu'on commence à faire du contenu et qu'on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité, comme j'en ai parlé dans mon livre, et ben là ça commence à devenir une horreur, parce que comment faire pour ne pas casser? Même qu'on adore casser, et moi je suis développeur donc j'adore casser pour recommencer, eh bien il faut essayer de faire le minimum de casse pour prévoir, on va dire, une coupure d'interruption de service. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, c'était lundi dernier, non, lundi de la semaine dernière, comme quoi il y avait un pote qui m'a appelé, il m'a dit j'ai un souci, j'ai pris une performance, j'ai fait des réglages, j'ai tout pété. Le site marchand est un site qui vend des chaînes et des produits et des objets pour du jardinage, pour tout ce qui est espace vert. Et la semaine dernière, il faisait beau. Et donc le site a expulsé, a bondi, et donc il s'est rendu compte que la mise à jour qu'il avait effectuée n'était pas 100% nette. Donc on l'a quand même réparé et les clients étaient contents puisqu'ils ont pu être livrés, ils ont pu tondre leur pelouse et tailler leur haie. Bon, ici à Paris c'est un peu différent, mais je vous rassure, un autre site, un autre projet peut être du même genre. Donc l'infrastructure as code est quand même important pour essayer d'automatiser et puis aussi de pouvoir revenir en arrière. Et lorsqu'on commence à vouloir ajouter des fonctionnalités, des évolutions, des briques, puisque Drupal c'est principalement on rajoute des briques les unes derrière les autres, eh bien pour construire sa page, on est content que s'il y a une brique qui est bancale, qui est foireuse, qui n'est pas tout à fait propre, eh bien de pouvoir revenir en arrière pour pouvoir éviter d'avoir une interruption de service. L'impact c'est surtout financier parce que s'il n'y a plus de site internet, s'il n'y a plus d'application, on va aller se coucher. Donc, tout d'abord, qui je suis? Je suis Christophe Villeneuve, consultant pour open source, même plutôt expert open source pour Atos, et impliqué dans de nombreuses communautés PHP, MariaDB, Drupal, Mozilla Firefox, et puis le tout englobé par la cybersécurité. Donc il y a aussi un meetup, donc chaque catégorie, il y a des articles, des livres, il y en a d'autres qui sont en cours. Là bientôt les marins ici. Prochainement, quand j'aurai fini, autour de la cybersécurité, DevSecOps. Donc tout ceci, c'est les activités qui répondent à tout ce qui est middleware, le portail web, les interfaces, et on peut aller aussi beaucoup plus bas, hein, je vous rassure, mais la cible c'est à destiner pour vous, développeurs, utilisateurs, et puis concepteurs de programmes ou d'applications en tout genre. Cela dit, aujourd'hui, on va parler d'infrastructure as code, sous YAC, principalement au niveau abrégé. Pour savoir qu'est-ce que c'est, ça va permettre de faire un petit coup de rappel, même que certains peuvent savoir. On va parler aussi associé avec Drupal, donc on va avoir un peu de base, ce que c'est Drupal au sens large, sans rentrer dans une façon polémique avec d'autres CMS, parce que Drupal c'est un CMS, c'est pour destiné à faire du gestionnaire de contenu. Et puis aussi, quels sont les effets de bord, quels sont les impacts lorsqu'on veut créer du contenu, parce que qui dit CMS dit qu'on fait tout par l'interface, comme si c'était du no-code. On peut créer des nouveaux types, des nouveaux modules, des nouvelles briques, mais après il faut le déployer. Donc avec Drupal 5, donc il y a plus de 15 ans, on faisait ça, c'est pas grave, on notait tout sur le papier, puis après ça faisait la doc, et la doc après on lisait la doc, et quand on se rendait compte qu'il y avait une ligne qui manquait, on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas tout réécrit. Et la doc, c'est quand même important. Maintenant, il existe des solutions beaucoup plus modernes, beaucoup plus faciles à déployer. Donc, qui englobe l'infrastructure as code. Et c'est pour ça que l'infrastructure as code, même qu'elle a la réputation d'un certain niveau d'automatisation, on va pouvoir l'utiliser et le déporter pour d'autres utilisations. Alors, on n'est pas là pour hacker ou bidouiller le système, hein. On utilise ce qui est existant, du open source, à des fins différentes de ce qui est prévu à l'origine.
À l'origine, c'est pour déployer des OS et des VM et toute cette approche. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'infrastructure as code, eh bien, on va englober l'ensemble de tout ce qui est automatisation. Du Jenkins, tout ce qui est autour du VMware, Ansible, différentes briques d'OpenStack, avec bien sûr des couches matérielles. Tout ça automatisé. Ça permet de pouvoir automatiser, de déployer, de reconstruire. Puis s'il y en a une VM, une machine qui tombe en panne, c'est pas grave. On appuie sur le bouton, on fait un replay, et puis c'est bon, le tour est joué, et on a réparé. Donc, principalement, l'infrastructure as code, c'est un ensemble de briques, avec bien sûr des fichiers de configuration qu'il va falloir créer, avec des scripts. Des scripts, on fait appel aux développeurs, c'est important, pour développer, enfin, déployer une infrastructure, tout ce qui est autour du virtuel, dans le cloud, comme on aime bien. Et l'ensemble va permettre de pouvoir englober l'ensemble de la famille. C'est pour ça que grâce à cette approche, on va pouvoir construire suivant les besoins, vos besoins du projet. Et le projet d'à côté aura des besoins différents. Et qui dit projet différent dit qu'il va falloir automatiser. Bien entendu, quand ce sont des gros projets, c'est au-dessus de 2 VM. Hein. Donc pour une couche bien précise en prod, hein, mais c'est courant de voir une centaine de VM de déploiement juste pour la partie couche production. Donc après on double pour après prod, on double, on fait un fois cloud, donc on arrive à 400 machines. Donc là on commence à dire, ouais, c'est quand même utile d'avoir une infrastructure as code, ça évite de refaire tout à la main. C'est surtout que ça permet de gérer l'ensemble de l'infrastructure à travers du code. Et là, c'est les développeurs qui sont des dieux, puisque c'est eux qui maîtrisent leur script, c'est eux qui maîtrisent, vous maîtrisez votre code. Et là, c'est fun parce que vous pouvez directement, sans être tributaire d'une infrastructure plus ou moins carrée ou rigide, parce que, à part les droits, les accès, la supervision, derrière ça râle, hein, je vous rassure. Mais lorsqu'on fait les scripts et qu'on appuie sur le bouton, c'est beaucoup plus fun que de se taper des lignes et des nuits de commandes. Donc c'est pour ça que ça va toucher principalement l'infrastructure as code en couche basse, mais couche vraiment basse, puisqu'on ne voit pas, l'utilisateur lambda ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il y a dans cette approche de déploiement automatisé. Lui, ce qu'il a besoin, c'est mon site, il faut qu'il affiche quelque chose à l'écran. Donc en fait, tu masques tout ce qui est pas CELIAS, quoi. Oui, on cache toute cette partie-là. On fait abstraction. Mais là, on va voir au cours de route jusqu'à la fin que les autres niveaux, on va pouvoir les utiliser. Surtout avec Drupal, ou avec d'autres CMS, mais le principe, il a été beaucoup plus allégé. Donc, l'outil d'automatisation, c'est surtout pour tout ce qui est provisioning, la configuration, du déploiement, que ça soit facilité. Et tout ceci, bien sûr, on peut l'associer avec du Jenkins ou un orchestrateur quelconque, pour pouvoir automatiquement pousser par des briques, par des évolutions, suivant le projet. Au niveau outils, il y en a quelques-uns, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a d'autres qui apparaissent régulièrement, mais les plus connus, parce que là on a les têtes en leader, donc Puppet, on a du Chef, ce sont les deux plus anciens, parce que ce sont les tout premiers. Je ne suis pas trop friand, mais bon, c'est un souhait personnel. Il y a Ansible là, Ansible Tower. Puis après, on arrive sur d'autres outils que je connais moins. On va rester sur la partie open source. Mais voilà. Donc, il y a différentes briques qui sont une approche sympathique. Et dedans, je pense qu'il y a des noms que vous connaissez. Et que vous utilisez, j'espère que vous utilisez dans vos différents projets et que ce soit un réflexe pour pouvoir faciliter, on va dire, le déploiement. Donc en niveau outil, ça permet aussi de faire beaucoup de choses. Comme vous le voyez, ça en fait beaucoup. On peut installer une ou plusieurs VM en déploiement, on peut les configurer facilement, on peut paramétrer, créer des règles, des fichiers de configuration, on peut les isoler aussi du réseau.
C'est-à-dire que vous avez un réseau, vous voulez complètement le couper, vous pouvez ouvrir juste une sorte de tunnel temporaire, vous envoyez vos données, vous le fermez, c'est bon, vous êtes tranquille. Surtout sur certains hébergeurs dans le cloud, où ils payent au niveau consommation de bande passante. C'est-à-dire que si vous fermez pas vous cloisonnez pas votre serveur, et bien votre réseau il va à l'extérieur, donc il fait que des appels. Et après vous avez une jolie note de facture de consommation de données. C'est aussi du vécu. Parce que vous avez oublié de fermer la porte. Donc grâce à tout cela, eh bien, ça évite d'oublier une action. Et cette action-là, c'est quand même importante parce que si le site il tombe pour x, y chose, un hack, un problème d'infrastructure, un problème de matériel ou de x, y, eh bien, on relance la procédure et ça va repousser sans être infecté sur votre réseau personnel, le réseau privé. Et ça, cette coupure-là, souvent, elle est oubliée, cette partie tunnel, parce que dans beaucoup d'entreprises, laissent cette partie tunnel et une brique à part entière de connexion avec le réseau de l'entreprise. Et s'il y a une brique qui tombe, une VM, une machine virtuelle, eh bien, vous pouvez être infecté de l'ensemble de tout votre réseau d'entreprise. Complètement. Donc, ça fait peur. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire des scripts, du code propre, et que ça soit testé, validé, et que ça soit complètement fermé. Chez nous, dans mon équipe, on est très friand de Ansible. Donc un petit script qui permet de vous montrer que c'est du Python. Et on peut directement pouvoir, suivant des règles, suivant des éléments variables, exécuter des actions et des tâches. On ne va pas rentrer en détail parce que le temps il passe, et puis c'est pas le but de passer jusqu'à temps qu'il fasse nuit. Par contre, pour faire simple, c'est qu'on va pouvoir déployer grâce à ce type de script. Ce script-là peut être après utilisé par d'autres manières, par différents outils. On peut les redéployer, fournir des éléments et puis aussi surtout gagner de la flexibilité. L'ensemble de tout ça, ça englobe l'infrastructure as code. Il en existe plusieurs. Plusieurs, c'est suivant comment on code. Il y a la partie impérative, la partie fonctionnelle et puis une base plus ou moins hybride. C'est-à-dire que suivant l'outil qui est défini, Puppet, Chef, Terraform, Ansible, eh bien, il y a certains qui vont faire dans un sens, dans l'autre, suivant la configuration. Donc certains, il va falloir paramétrer, tout configurer à la main, étape par étape. Et puis d'autres, fonctionnels, on fait voilà ce que l'on veut. Et c'est l'outil qui se débrouille pour faire du point A au point B, pour dire voilà la procédure de faire l'opération. Ça, c'est les opérations, le deuxième cas. Le premier se ressemble plus sur du Ansible, donc on sollicite beaucoup plus le développeur, puisqu'il faut faire étape par étape. Et la partie fonctionnelle va être plus avec des logiciels ou applications de type Terraform, qui permet de pouvoir dire ben voilà, on construit, voilà ce que l'on veut. Et tu te débrouilles. Ils ont chacun les avantages et les inconvénients, je vous rassure. Mais de toute façon, il faut s'appuyer un peu des deux. Il n'y a pas de préconisation pure et dure. Ils sont tous corrects. Je dirais plutôt utiliser celui que vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, je dirais partez sur du Ansible. Bah oui, j'en parle un petit peu, donc c'est quand même important. C'est une bonne base. En résumé, c'est surtout que l'infrastructure as code va permettre de pouvoir définir des structures, un niveau, une complexité, des règles, des droits, et de pouvoir déployer à volonté, en petite quantité ou en grande échelle. Et ça, cette force-là, eh bien, on va essayer de l'exploiter et de l'utiliser pour des choses applicatives qui sont du PaaS, du IaaS, enfin, au-dessus, en niveau utilisateur. C'est pour ça qu'on va parler de Drupal. J'ai pris un cas exemple Drupal parce que, ben oui, comme vous l'avez compris, j'ai un livre, je suis auteur et puis impliqué dans la communauté, donc on va faire avec un cas exemple Drupal. Comment? Je disais, c'est le code de iFlag.
Pour AWS, Lambda. C'est Ouais, je reprenais la feuille. c'est pris sur le net. Je ne sais plus l'auteur, mais le principe c'est que on va voir comment on peut déployer facilement, puisque Drupal est un CMS. Ce CMS se construit sous forme de briques, comme des Lego. Donc on adore les Lego, enfin j'adore ça. Et c'est quand même important de savoir pouvoir pratiquer, pour pouvoir montrer comment on construit une page avec juste des briques bleu, rouge, vert. Et c'est assez fun de pouvoir le montrer auprès des utilisateurs. Ça change de l'ordinaire d'arriver avec un support visuel, d'arriver avec ces petites briques Lego. Donc Drupal, qu'est-ce que c'est? C'est un CMS F, c'est-à-dire que c'est un CMS, mais de plus en plus on a la possibilité d'avoir un framework spécialisé puisqu'il embarque le framework Symfony et il a des fonctionnalités aussi bien pure CMS que des fonctionnalités framework. Donc vous avez le choix, c'est ouvert. C'est open source, il y a plus de 30 000 développeurs, il y a plus de 25 000 modules pour Drupal 9, c'est environ 15 000 pour Drupal 7, dans les 8 000 de Drupal 8, mais ils sont absorbés dans Drupal 9. Donc il y a quand même du choix. Et le seul choix, souvent la grosse contrainte, c'est réfléchir la fonctionnalité, puisque pour arriver à un point B, on peut faire au moins 5-6 méthodes différentes. Et donc, qui dit 5-6 méthodes différentes, si on s'en trompe d'une, ben on perd du temps. Donc, il y a une phase de réflexion. C'est un CMS qui est moderne, qui permet de faire du multilingue, des RG2A, c'est l'accessibilité, il est performant, il y a des couches caches, internes, externes, dans la partie core, on peut faire différents niveaux. Et puis aussi, il y a une couche d'attraction et puis une API qui est exposée, qui permet de pouvoir communiquer. Et souvent, Drupal est utilisé pour des gros portails avec des grosses configurations. Pas grosses configurations, mais des configurations très complexes pour pouvoir répondre en niveau module et cas par cas, suivant le projet, suivant le comportement. C'est pour ça que c'est un CMS F. La particularité de Drupal, c'est qu'il suit un cycle de vie. Drupal, c'est PHP. Ils sont venus, je suis venu pas seul, bien sûr. Ils espèrent être adoptés à la fin, s'il y en a qui ont envie, on en reparlera autrement. Donc, actuellement, il y a trois versions. La Drupal 8, même, c'est fini. Drupal 7 a été repoussé. Drupal 10, donc on aura le temps d'en reparler parce que Drupal 10 sort bientôt. Donc c'est une nouvelle version. Pourquoi ces changements ces dernières années? C'est parce qu'il y a eu des évolutions. Drupal s'appuie sur du PHP. Et PHP, comme vous le savez, il y a un an, en 2021, est sorti PHP 8. Donc, comme vous le voyez, ça a impacté Symfony, le framework, ça a impacté le moteur de rendu, l'éditeur, et puis bien sûr les différentes versions de Drupal. Après, on espère que ça va être un peu plus stabilisé sur la durée. Voilà. On ne connaît pas l'avenir. Mais, comme vous le voyez, PHP a un cycle de vie, comme beaucoup plus d'autres produits, d'autres logiciels, d'autres langages, avec des cycles de vie beaucoup plus courts qu'avant. On était parti pour 10 ans. Le web, maintenant, ne permet plus de faire un projet sur 10 ans. Ça évolue tellement vite que les cycles de vie ont été réduits. C'est pour ça que régulièrement, tous les mois, il y a des mises à jour dites mineures, des petits correctifs qui, au lieu d'attendre 6 mois, eh bien, c'est la force de l'open source qui permet de pouvoir fournir régulièrement des solutions et des briques évolutives en attendant une version beaucoup plus importante. Bien entendu, il y a beaucoup de sites. Là, on en a cité une cinquantaine, mais dans les sites, il y a du France.fr. Il y a les médias, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de grands sites ouverts de ce que vous pouvez utiliser régulièrement, mais il en existe beaucoup d'autres, je vous rassure. Pour le principe, en restant sur notre thématique d'aujourd'hui, infrastructure, comment déployer du Drupal, là on n'est pas encore dans du code, on a juste, on choisit un CMS, ça aurait pu être un autre exemple, un autre CMS, mais là on part sur deux exemples, un CMS. On s'appuie sur du GitHub ou du GitLab.
Et puis avec les repositories, puis après on pousse directement pour déployer facilement dans un cluster. Et puis ensuite, après, il y a les requêtes. Et on peut déployer brique par brique, base de données, l'API, des crons, différents volumes, différentes complexités d'actions. Tout ceci encapsulé dans GitHub. Et le laptop le permet de pouvoir, c'est vous qui commandez, c'est vous qui faites les évolutions. Et comme ceci, grâce au GitHub, vous pouvez versionner, vous pouvez tout pousser. Ça, c'est bien, c'est un workflow classique de déploiement. Avant, on le faisait avec du FTP ou avec du SSH et puis on poussait. En déroulé vers du cloud, là, on reste toujours sur un environnement local, on le pousse sur des GitHub. GitHub, on génère des actions, on génère des paquets, puis après on pousse. Donc ça, c'est le principe de l'infrastructure as code. On prend la brique, on lui dit automatise-moi le déploiement, et puis on le déploie là où on a besoin, suivant le script qui a été effectué. C'est une chaîne continue, ça rentre dans notre périmètre. On peut le faire sous forme d'un Docker aussi, pareil, ça reste le même principe. Docker avec un build, on pousse, et puis différentes interfaces pour pouvoir générer image par image et action par action. Quand on commence à rentrer sur des flux un peu plus complexes, là on commence à se poser la question de c'est bien mon infrastructure as code, mais là il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent. Et la partie core, c'est la partie d'avant. Puis après il y a tout le reste, les vues, le contenu, l'automatisation, la synchronisation entre les machines, entre les VM, entre Drupal, entre les Drupal en front. Donc là, quand on peut voir, ça commence à se mélanger. Et automatiser des scripts avec l'infrastructure as code sur des parties de saisie, là, ça devient compliqué. À pas le recommencer comme il y a 10 ans, on le fait à la main avec un papier et un crayon. C'est pour ça que l'automatisation, l'infrastructure as code, on va s'en servir. On va s'en servir pour faciliter le déploiement. Et surtout automatiser les tâches. Parce que quand on crée des actions, donc Drupal, c'est un CMS, on fait du composer install, où on peut installer un module à travers l'interface, donc un upload de modules, où on met directement le lien du TarGZ du dépôt officiel, et on installe le module, on fait tout en clic, et le module est installé. On aurait pu le faire beaucoup plus rapidement, au lieu de 4 clics, là on le fait en un clic, en ligne de commande, et le module est installé. C'est pour ça que lorsqu'on veut automatiser, Drupal est automatisé depuis très longtemps. Depuis l'origine, comme c'est un principe de Lego, de briques, il faut quand même pouvoir automatiser tout cela, de pouvoir partager, de versionner, de pouvoir... et il y a toujours eu des méthodes plus ou moins bancales, pour moi, mais des méthodes qui permettent d'automatiser du code, du script, de la base de données, du contenu. Et puis après, bien sûr, par votre imagination, vous pouvez faire du delta de configuration. Et là, c'est quand on commence à faire du delta de configuration, on est content d'avoir des outils. C'est pour ça que jongler avec différents environnements, répéter, tout ceci, ça pose des soucis, des obligations. Il y a beaucoup de contraintes. C'est pour ça qu'on est obligé d'appliquer l'ensemble de ces modifications suivant les besoins, suivant la configuration, et puis suivant la fonctionnalité pure et dure de ce que vous voulez faire. C'est pour ça que le processus de déploiement, parce que Drupal, même que ça dit, c'est un CMS, ça veut dire que monsieur tout le monde peut le faire. Oui, on peut faire un blog affiché avec du contenu, c'est prévu de base. Mais lorsqu'on commence à vouloir faire un niveau entreprise, professionnel, eh bien, on peut rapidement arriver avec des interrogations et avec des complexités de pratique. C'est pour ça qu'il y a des ouvrages, il y a des livres qui permettent de pouvoir apprendre et progresser sur ces approches. Mais quand on a une seule machine, c'est facile, on le fait directement. Mais quand la machine est exposée vers l'extérieur et qu'on a besoin de la mettre à jour, de faire évoluer
pour respecter le cycle de vie des langages et des bases de données et du produit, là ça commence à se mélanger. Donc il faut un autre environnement. Et cet autre environnement, on va le faire avec du déploiement. On va redéployer avec du Playbook Ansible pour rester dans notre logique d'infrastructure as code. Et là, on peut bien sûr effectuer des mises à jour. Donc il y a un module qui s'appelle, un logiciel, c'est Drush, donc c'est Drupal Shell. Ça veut dire que c'est tout en ligne de commande, qui facilite les opérations, les manipulations, au lieu de faire des clics de souris, que c'est rigolo, mais jusqu'à un certain point. On peut automatiser tout cela avec des lignes de commande. Et qui dit ligne de commande dit qu'on peut l'insérer dans une chaîne d'automatisation, et puis dans des Jenkins, et puis dans l'infrastructure as code, et ce qu'on a besoin. Même que c'est l'interface, c'est pas gênant. Donc on va pouvoir définir des règles, on va pouvoir configurer, on va pouvoir manipuler tout cela pour stocker, pour envoyer des données, pour les fichiers d'images, on va pouvoir les pousser aussi. L'ensemble de tout cela va être scripté sous forme d'un exemple. On a notre projet, donc ça c'est un script qu'on a réalisé il y a longtemps, mais avec deux sites, un site 1, un site 2. Il y en a un que j'ai mis, voilà, j'ai deux scripts différents. True et false pour ne pas faire de confusion, pour éviter de déployer du n'importe quoi sur deux sites, site 1 et 2 en même temps, ce que j'aurais pu faire, mais quand le 2 est en maintenance ou en cours d'évolution, si on déploie une fonctionnalité qui n'est pas prévue, c'est pas top. Donc il y a des règles à respecter, et puis avec du varnish, et puis on déploie de l'autre côté. Là, c'est la suite du code. Donc ça, c'est du script Ansible, un playbook, on le joue, et ça permet de déployer et de pousser automatiquement du Drupal. Donc ça, c'est l'infrastructure, c'est du classique. Et puis après, bien sûr, on a une ligne de commande pour jouer le script à volonté et le déployer et le pousser suivant la configuration et l'environnement de tous les jours du projet. En résumé, on peut faciliter cette partie de déploiement, donc applicatif. Et là, on est plus sur la couche basse de VM, d'OS, de logiciels, d'applications. On est passé un petit peu en middleware, un peu au-dessus, ce qui permet de pouvoir exécuter des mises à jour à travers Drush, donc la partie Drupal, de pouvoir déployer une base de données, déployer des identifiants, des configurations facilement, tout en étant tranquille. Ça, c'est la partie middleware. Maintenant, et puis bien sûr, on peut effectuer des réplications. Maintenant, notre problème avec l'infrastructure as code, c'est comment déployer du contenu. Et le contenu, c'est toujours un gros problème. Bon, Drupal, c'est toujours complexe avec nous, je vous rassure. Mais maintenant, on commence à voir. Mais je vous rassure, hein, les autres frameworks, les autres CMS, c'est pareil. Il y a toujours des problèmes de règles, de configuration et d'étapes intermédiaires. Il n'y a jamais la bonne étape parce qu'on est toujours sur des projets. Moi, c'est mon cas. On est souvent sur un projet avec le bouton à 5 pattes. Il n'est jamais unique, il n'est jamais uniforme. Et automatiser quelque chose qui n'est jamais uniforme, c'est gênant, c'est très contraignant. Je vous le dis de suite, parce que vous allez le faire une fois. Quand c'est un gros projet, mouton 5 pattes, c'est super, on va pouvoir pousser. Mais là, si vous voulez industrialiser, il y a une base qui existe. Mais vous allez avoir toujours des contraintes, des choses qui ne sont pas prévues et qu'il va falloir personnaliser. Et ça, c'est important de pouvoir personnaliser. C'est pour ça que ajouter un contenu, ça peut être anodin, sauf si on ne veut pas automatiser. On le fait une fois, on voit que ça marche, on va le faire une deuxième fois, une troisième fois, puis au bout de 10 fois, on va faire « ouais, non, mais j'en ai dû oublier la moitié et il faut que je recommence tout ». Donc c'est pas top. Donc c'est pour ça qu'on va voir comment on peut automatiser cette partie contenu. Cette partie du contenu qui est volatile puisque on ne maîtrise pas cette partie-là. Quand on est développeur, cette partie-là, c'est destiné aux utilisateurs, à vos clients qui vont utiliser un outil, comme là Drupal, et qui vont, eux, dire « je ne vais pas faire appel à mon prestataire, à mon développeur, je suis grand, j'ai vu comment c'était facile à manipuler, et je vais faire des clics de souris. » Là, ici, j'ai envie de créer un nouveau type de contenu,
J'appuie, structure, nouveau contenu, j'ai ma liste de champs, je peux personnaliser, décaler, faire un nouvel écran, tout ça en le construisant, avec quelques bases, un label, des formats, une structure, un formulaire classique, pour créer par exemple un événement, un meet-up, une page formulaire, avec nom, prénom, email, etc., avec différents choix, et on peut configurer tout cela sans besoin d'être l'attributeur d'un développeur. Ça, c'est fun. C'est le but du CMS. Après, quand on a notre contenu qui est fait, ben on va le saisir. On saisit des informations, on remplit, on alimente notre projet, notre site. Ça, c'est super. On est content. On a du contenu qui est affiché, on a notre formulaire tout à l'heure, ben on a nos personnes qui sont enregistrées, ben on les a récupérées leurs coordonnées, et comme ça, on a un listing. On peut créer des vues. Et les vues, c'est à partir d'une requête. On peut faire du glisser-coller, on construit notre vue. Et puis après, on la template dynamiquement. Donc, soit avec Twig, qui est proposé par défaut, ou avec d'autres TypeScript, donc React, Angular, Vue.js, par exemple. On peut tout décorréler comme on a envie. Et tout ceci généré à partir d'une requête qui envoie des données. Et là, on fait des clics de souris. Donc, une personne qui a des connaissances, qui a assez avancé sur la conception, sur l'approche, est autonome. Et là, le développeur, quand le client il va appeler en disant « Bon, maintenant c'est bien, j'ai réussi, il faut me le déployer. Je ne recommence pas tout ce que j'ai fait parce que j'ai rien noté. » Eh bien, ça pose des problèmes. Donc, il existe des modules et des techniques depuis très longtemps. J'ai mis quelques modules, mais on va voir tout ça en détail. Donc module, on installe un module et dans l'interface, il y a un bouton qui dit exporter ou importer. Et c'est beaucoup plus facile. Le seul truc, c'est qu'après, il y a des règles et des choses à respecter. Et si on veut importer ou exporter le contenu numéro 1 ou tel type de contenu, ben, ça commence à la complexité. Drupal, les modules de déploiement, c'est pour ça que je parlais que c'était complexe pour la réalisation, c'est qu'il y a des modules qui sont pour D8, un peu compatibles D9, partiellement, d'autres aussi. Mais depuis peu, il y a un nouveau module, Default Content Deploy, qui permet vraiment de faire du vrai déploiement, comme si on faisait du pur Ansible ou du pur Terraform ou de ce que l'on veut, pour faire de l'infrastructure as code. Du pur développement, notre développeur, il va faire son git push avec bien sûr différentes lignes de commande. Il va pouvoir le communiquer avec un Jenkins, l'orchestrer directement, ou le repository, suivant comment c'est configuré, en amont, et ben, va faire des pulls sur les autres postes ou directement chez le client. L'ensemble de tout cela à travers un module. Un module qui est compatible PHP 8, Symfony 5, 6 et les nouvelles versions, donc Drupal 9, minimum c'est 9.2. Avant, il y avait une autre version, mais un peu moins pratique. Mais ça existe. Donc là, avec ce module-là, il est sorti en décembre dernier. Donc il est tout neuf, il est tout récent. C'est pour ça que j'ai mis l'URL, que vous pourrez le tester. Et je l'ai fait, et c'est quand même assez bluffant. Beaucoup plus facile. Bon, le 1 était déjà sympa, mais il était que pour le 8. Les autres modules, je n'avais pas réussi à trouver la finesse pour que ça soit pertinent, aussi souple que la partie qu'on veut déployer de l'infra. Parce que dedans, il y a des raccourcis. Bon, ça communique avec Drush. Bon, c'est un peu barbare, mais c'est pas... Il y a des raccourcis, des CDE, qui permettent de dire déploie-moi le contenu, enfin exporte-moi le contenu là c'est complet, mais si je veux exporter un nœud, etc., le site ou la configuration, il y a des fonctionnalités. On ne va pas rentrer dedans, c'est pas le but. Hein. Non, c'est pas le but. Il ne faut pas oublier l'heure. Donc l'ensemble de toutes ces configurations permet de pouvoir dire on veut déployer juste les utilisateurs, on veut déployer juste le type de contenu, on veut déployer juste une vue, on veut déployer un type de contenu associé à aux données saisies et au type de contenu, ce qui permet de pousser automatiquement.
Et le gros intérêt, c'est qu'on peut en plus synchroniser. On a notre type de contenu qui est fait, on veut juste archiver, backuper toutes les saisies. Parce que c'est important d'avoir un backup. On pourrait faire de la réplication dans la base de données. On prend une base de données MariaDB avec Galera, et puis ça commit dans un sens comme dans l'autre, pour faire de la réplication. Mais si on veut occasionnellement faire de la réplication sur un type de contenu, style notre formulaire, du Meetup, eh bien on peut le faire avec cette extension. Après, quand on a nos fichiers, je vous montrerai après un cas exemple, comment on fait. Quand on exporte, après il faut l'importer. Donc, l'importation, les fichiers sont générés avec un UID, ce qui évite d'avoir des conflits avec les ID. Comme vous le savez, quand il y a des clés primaires, c'est toujours le bazar quand vous voulez mettre des mises à jour ou des rajouts de lignes ou des problèmes de règles et qu'il faut déployer tout cela. Donc, le UID est unique, un code unique qui permet de pouvoir mettre à jour la base de données, tout ceci à travers l'interface ou une partie du site web, du portail. Et là, l'utilisateur n'a pas besoin, quand tout est correctement défini et paramétré, l'utilisateur peut se débrouiller tout seul. Il est autonome. Bien sûr, il faut lui fournir une doc. C'est important de lui fournir une documentation pour qu'il, dans 6 mois, qu'il se rappelle la procédure. Parce que quand on revient de vacances après 1 mois, des fois on oublie une partie. Donc le principe pour exporter, au niveau exemple, Drush, donc c'est la fonctionnalité, c'est Drupal Shell. DCDE, c'est le raccourci du module. Puis après, on lui dit exporte tel bundle, donc c'est le type de contenu, mais on peut exporter un nœud ou une entité liée avec un type de contenu précis, on peut le faire, on peut associer, donc il y a beaucoup de fonctionnalités. Comment ça se comporte? Donc j'ai mon Drush, j'ai voulu exporter tous mes nœuds. Donc là, le projet, je l'ai monté là en venant rapidement et dans un dossier. J'ai été voir dans mon dossier et comme vous le voyez, le résultat, eh bien, j'ai tous mes nœuds qui ont été exportés. Les nœuds, tout ça, c'est du UID en JSON, ce qui permet de pouvoir, quand je vais lui dire l'effet contraire de import, eh bien, il va scanner l'ensemble de ce dossier-là et il va récupérer le contenu automatiquement. Et le module, il est capable de pouvoir savoir si, avec ce UID, qui est très important, si on a le champ qui existe, la ligne qui existe, donc ça veut dire c'est une mise à jour. Si la ligne n'existe pas, c'est un ajout. Si vous avez modifié votre fuseau horaire, là c'est plus compliqué. Parce que le module ne peut pas antidater la mise à jour d'un déploiement. C'est-à-dire que là, on est en horaire français, en France, et si vous antidatez votre mise à jour style sur le fuseau américain, 6 heures en moins, ou 9, eh bien, et vous le déployez, vous n'allez pas pouvoir, parce que le module, il va faire, non, mais il y a quelque chose de pas normal, moi je mets à jour mon contenu, je déploie mon contenu sur des données qui sont récentes, qui correspondent à mon fuseau horaire. S'ils sont antidatés par rapport à la base de données en prod, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, il y a une garantie. Et là, avec ça, alors bien sûr, là, moi je l'ai fait en ligne de commande, mais on pourrait le simplifier avec un bouton pour aider l'utilisateur quand il a son contenu qu'il veut exporter, ses listes, ses opérations, directement et le pousser avec un clic. J'ai une question. Oui. Tu montres les UID, il va sur quoi? Il va sur un élément qu'on va générer ou c'est un UID aléatoire de 4? Alors le UID est généré par PHP. Donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle UID en PHP. Mais tu bases le UID sur un par exemple le contenu, sauf que tu ne bases pas sur l'ID, sur la clé primaire. Ça veut dire que si le contenu a changé sur le site par rapport aux États-Unis, et que toi tu as fait un UID basé sur un contenu,
du coup, tu auras une différence et il ne verra pas qu'il y a un replacement d'affaires. Comment est-ce que ça se passe au niveau de ces gestions-là Donc, j'en parle juste après, il y a l'interface où c'était avant. Attends, on va. Est-ce qu'il y avait l'écran? Hop, tac, ici. Donc là, il y a d'autres onglets, c'est peut-être pas très visible, mais bon, là, la partie, donc on a les onglets visibles pour la présentation. J'aurais pu mettre management de fil, donc c'est tel champ, etc. Et puis, il y a des champs qui sont non accessibles. Il y a un champ date, un champ heure, et un champ ID et un champ UID qui sont mémorisés dans la base de données et l'utilisateur ne le voit pas. D'accord, et ça, c'est parce que tu utilises le système d'export d'import que ça rajoute une colonne dans le système ou c'est par défaut dans Drupal? Non, c'est par défaut dans Drupal. D'accord. Le UID est un champ par défaut dans Drupal. D'accord. Qui a été rajouté. Avant, il fallait le faire à la main, rajouter un champ lié associé. Maintenant, depuis très longtemps, C'est-à-dire que pour chaque élément, tu as un UID aléatoire généré qui est unique à ce. c'est bien ça. Ce qui permet de pouvoir avoir un champ unique. Donc, dans l'interface, je définis un chemin de communication. Et puis après, je peux aussi le faire par l'interface. Par rapport à la configuration, je peux choisir si je veux déployer juste un seul nœud, une seule entité qui me convient, je vais pousser directement. Tout ceci en clic de souris, sans besoin de déclencher l'ensemble de tous ces scripts que j'ai pu vous montrer. Mais là aussi, donc ça, si on s'appuie sur la partie automatisation. Puis l'importation, drush, décime, et on met le nom du module, et puisque les fichiers qu'on a générés, par l'interface, génère un nom de module, on le met dedans et ça l'importe directement. Tout ceci, et là il n'y a pas de code, parce que ça se fait partout par l'interface. En résumé, grâce à ces nouveaux modules de déploiement, de configuration, qui rentrent dans l'interface et surtout dans la partie gestion de l'infrastructure as code, donc d'automatisation, de Jenkins, des différents playbooks, outils. Jenkins c'est un orchestrateur, mais de Ansible, Puppet, Chef ou d'autres outils, ou Terraform, permettent de pouvoir interfacer tout cela, puisqu'ils gèrent l'ensemble des fonctions en shell. Et Drush propose cette fonctionnalité en shell, donc on peut automatiser. Ce qui peut être aussi pertinent, c'est que avec Drupal, on a la possibilité que si on appuie sur un bouton, de générer une action supplémentaire, une sorte de cron d'automatisation, et on peut déclencher, quand on appuie valider, au lieu que ce soit l'utilisateur qui le fasse, c'est indirectement le client, la personne qui va remplir son formulaire, il fait valider. Si le formulaire est validé, il peut être poussé, backupé en même temps, grâce à cette partie de script. Je vous remercie pour l'écoute. Ce fut assez rapide, intensif, je vous le confirme, mais là, avec cette approche, on peut facilement maintenant déployer du contenu sans trop se prendre la tête et sans trop avoir peur de déployer du contenu évolutif, du contenu modulaire fait par le client directement ou l'utilisateur. Bien sûr, le développeur est toujours indispensable, je vous le rassure. Si, parce que quand il y a un problème, le client il fait « Allô, j'ai un problème ». Et donc, il faut que le développeur soit là et disponible. Mais l'approche est complètement différente. Mais là, je vous ai montré qu'à partir de l'infrastructure as code qui reste sur une notion de déploiement bas niveau, vraiment couche basse, eh bien, on peut facilement, grâce au module, à l'approche modulaire de Drupal, de pouvoir facilement déployer sur des configurations légères ou complexes, brique par brique ou évolution à évolution. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Je suis à votre écoute pour vos questions éventuelles. En vous remerciant.